Alors, pour votre information, les juristes, le projet de loi relatif au pouvoir d'achat a été adopté définitivement à la suite d'un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Alors, encore une fois, depuis le 5 août, le texte, enfin pas encore une fois, mais disons, nouvelle quand même assez importante, le texte sur le pouvoir d'achat est actuellement examiné par le Conseil constitutionnel. Car on a des députés et des sénateurs qui ont décidé de le saisir pour contester certaines dispositions du projet de loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le détail de la saisine. Alors, je vais juste prendre 30 secondes pour essayer de vous la faire apparaître, parce que comme un gros sac, j'ai oublié de la faire, de l'intégrer. Voilà, ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très sérieux. Donc du coup, hop, on va basculer. Donc là, vous pouvez voir le magnifique texte de saisine. Et du coup, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que bon là en l'occurrence c'est la saisine des députés. L'une des raisons, c'est que tout simplement le projet de loi contient plusieurs dispositions qui favorisent le développement des énergies fossiles, à savoir la reprise d'activité de centrales à charbon et la mise en service d'un terminal méthanier flottant, et ça entraînerait des conséquences graves et irréversibles sur l'environnement, et ça porterait une atteinte grave et manifeste à l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains découlant de la Charte de l'environnement de 2004. Donc en gros, l'argument, c'est qu'on a des dispositions du projet de loi concernant le pouvoir d'achat qui portent une atteinte aux exigences constitutionnelles en matière de protection de l'environnement. Voilà. Et qui découlent entre autres de la Charte de l'environnement de 2004. Voilà. Donc là, vous avez la raison pour laquelle il y a saisine du Conseil constitutionnel. Bon. Reste plus qu'à attendre la décision, qui à mon avis devrait arriver le 13 août, c'est pour, je pense, parce que le Conseil constitutionnel, à mon avis, va rendre sa décision en urgence dans un délai de 8 jours, comme le prévoit l'article 61 alinéa 3 de la Constitution. Oui, parce que on est quand même sur un texte qui est adopté dans le contexte du conflit Russie-Ukraine. Et le but, c'est d'agir rapidement sur le pouvoir d'achat des Français. Je dis bien agir avec des guillemets, bien sûr. Bon. Du coup, vous vous dites, bon, quand est-ce qu'on passe au projet de loi en tant que tel ? Eh ben, je vous propose qu'on... Non, c'est pas le bon truc. Loose, ça c'était pour la Corse. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-moi encore 30 secondes pour que je fasse afficher le bon document. Le bon document. Alors, je vais pas vous faire apparaître le projet de loi en tant que tel. Je vais juste vous renvoyer... alors, je vais juste faire apparaître à l'écran. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont la rediff... c'est un résumé qui figure sur viepublique.fr. Alors, je vous conseille pas trop de voir les développements sur la prime de la partage de la valeur, parce que j'ai l'impression qu'il y a des imprécisions et qui m'ont conduit à dire des conneries. Voilà. Du coup, voyons ce qu'il y a dans ce projet de loi. Et on va voir qu'il se découpe en 4 volets. Et je vous propose qu'on aborde les 2 premiers volets et pour le 3e et le 4e volet, on fera une pause. Voilà, on les abordera après. Du coup, premier volet concernant les ménages. Alors, pour compenser la hausse des prix, on a l'article 5 du projet de loi qui prévoit la revalorisation de 4% avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 de différentes prestations. Donc on a les allocations familiales, les minima sociaux, donc à savoir RSA, donc Revenu Solidarité Active, allocation aux adultes handicapés, donc AH, et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Et on aura aussi une revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité de base, et une revalorisation de la prime d'activité.
avec, encore une fois, un effet rétroactif. C'est-à-dire que même si actuellement on est le 11 août actuellement, et même que le projet de loi n'a pas encore été publié au journal officiel, on part du principe que la mesure va prendre ses effets quand même dès le 1er juillet 2022. C'est pour ça qu'on parle d'effet rétroactif. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte à nuggets, comme dirait notre confrère Daimon? On a l'article 6 du projet de loi qui prévoit que l'aide personnalisée au logement, donc du coup les APL, fasse l'objet d'une revalorisation, donc à hauteur de 3,5%, toujours avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022. Dans ce même article du projet de loi, il est prévu aussi une hausse des loyers avec un plafond de 3,5%. Donc on ne peut pas avoir une hausse des loyers qui soit supérieure donc à 3,5%. Et c'est mis en place pour une durée d'1 an, jusqu'au 30 juin 2023. Alors, ce plafond a donc du montant de la hausse des loyers, il a été abaissé à 2,5% pour les loyers en Outre-mer. Et il y a un dispositif particulier pour la Corse. Bon, viepublique.fr ne nous donne pas plus de détails sur le contenu de ce dispositif spécifique à la Corse. Passons. Article 5 bis du projet de loi, on arrive à l'une des mesures phares, et il était temps, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, qui a été votée. Avec, et c'est là que c'est malheureux, merde les gars, vous auriez pu faire un effort, on a une entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2023. Et en plus, entre deux, ils nous foutent un mécanisme transitoire pour les éventuels ménages perdants. Merde les gars, vous auriez pu Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Putain, en plus c'est une mesure qui est discutée depuis un certain temps. Merde. Bon. Voilà, bon, je sais que je devrais être plus enragé, mais voilà quoi, putain, attendre le 1er octobre 2023. Ah, tu sens qu'ils ont été poussés au cul, LREM. Ah ouais, franchement, tu sens qu'ils ont été poussés au cul pour être d'accord avec la déconjugalisation. Franchement, je te jure. Mais bref. Donc ça, c'était pour le premier volet, donc sur les ménages. Et je vous propose du coup qu'on enchaîne sur le deuxième volet. Voilà, bravo. C'est bien, ça connecte au cerveau. Et on va parler du coup des mesures qui concernent les salariés et les travailleurs indépendants. C'est merveilleux. Et du coup, on arrive à la fameuse prime de partage de la valeur, qui est prévue à l'article 1er du projet de loi. Alors, encore une fois, ça s'inscrit dans la continuité de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qu'on appelle grossièrement prime Macron, et qui existe depuis 2019. Et du coup, cette prime de partage de la valeur, elle remplace la prime Macron. Voilà. Et du coup, en quoi ça consiste, cette cochonnerie? La prime de partage de la valeur, c'est un dispositif incitant les employeurs à verser une somme annuelle complémentaire à leurs employés. Et du coup, sont concernés les salariés ainsi que les intérimaires mis à disposition, les agents de certains établissements publics, et les travailleurs handicapés relevant des établissements et services d'aide par le travail. Donc on appelle ESAT. Voilà. Donc ESAT, c'est l'acronyme pour les établissements et services d'aide par le travail. Il est à noter que la prime de partage de la valeur, elle ne peut pas se substituer à un élément de la rémunération. Et c'est un dispositif pérenne que les entreprises peuvent mettre en place chaque année selon des conditions évolutives. Et là, vous allez voir que ces exonérations, qu'il y a des... comment on appelle ça? Que d'une année à une autre, le régime les règles d'exonération applicables à la prime de partage de la valeur vont varier. Vous allez comprendre. Alors,
Alors, cette prime de partage de la valeur, elle est prévue pour juillet 2022 et elle est assortie d'exonérations dans les limites suivantes. Donc, un montant maximum de 3 000 euros, pardon, et on a un maximum porté à 6 000 euros dans les cas suivants. L'exonération, donc, elle porte sur les 6 000 euros si il y a la signature d'un accord d'intéressement, s'il y a eu un versement de la prime par un organisme d'intérêt général, ou s'il y a un versement aux travailleurs handicapés relevant d'un ESAT. Voilà. Et dans la limite de ces montants, la prime est exonérée de cotisations sociales. Et il y a aussi une autre particularité, c'est là que je trouve que c'est un peu usine à gaz. Les salariés qui gagnent jusqu'à 3 fois le SMIC, ils vont bénéficier en plus d'une exonération d'impôt sur le revenu. Donc du coup, si vous gagnez moins de 3 fois le SMIC et que vous bénéficiez de la prime de partage de la valeur, vous aurez, en plus de l'exonération de cotisations sociales, d'une exonération d'impôt sur le revenu. Et cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois, avec un maximum de versements, et je crois que c'est 4 fois, versement de 4 fois au maximum, et ce par trimestre. Alors, je pense que l'élément quand même central qu'il faut retenir de cette prime de partage de la valeur, c'est que c'est à la discrétion de l'entreprise. C'est là tout le problème. Parce que la hausse du SMIC, tu l'imposes aux entreprises. Alors que la prime de partage de la valeur, c'est à la liberté de l'entreprise. Et c'est là le problème. Alors, on peut entendre qu'il y a certaines entreprises, certaines PME, certaines TPE, qui auront des difficultés à verser des montants de primes importants, voire même peut-être qu'ils auront des difficultés à verser des primes tout court. Ça, on peut peut-être le comprendre. Et je pense que ça va froisser effectivement une partie de la gauche. Et je veux dire, pour régler le problème, la hausse du SMIC à 1 500 euros, les gars. Allez, faut y aller franco. Bon. Après, bon, ça peut faire grincer des dents les patrons, etc. Mais bon, enfin... Je peux comprendre les petits patrons que ça fasse un tout petit peu les petits patrons que ça fasse chier, parce que bon, il y a sur la trésorerie ça fait mal. Mais quand même, les gros patrons, merde, les grosses boîtes, vous allez pas me faire croire que ça va leur faire mal au cul. Ah là là, je te jure, l'excuse. Bon, ça c'était donc ça c'était la petite parenthèse. Donc tout ce que je viens de dire, ça vaut pour de 2022 jusqu'à 2024. Et pourquoi jusqu'à 2024 ? Parce que 2024, ça va évoluer. Il y a une évolution concernant il y a une évolution, donc... alors, on va avoir, du coup, si je vois bien, versement possible donc, à tous les salariés. Alors, apparemment, il y avait certains salariés qui étaient exclus, apparemment. Mais bon, encore une fois, c'est pas précisé. Donc, de toute façon, là, si on regarde, oui, on voit effectivement qu'il y a un versement possible à tous les salariés. Donc, du coup, il y avait quelques salariés qui étaient exclus, mais bon, c'est pas tellement précisé lesquels, parce que bon, on voit. Alors, apparemment, donc de ce que je vois, toutes les personnes qui ne rentreraient pas dans les catégories qu'on voit là ici. On aurait apparemment certains salariés qui ne rentreraient pas dans cette catégorie, apparemment. Et donc du coup, il y aurait un élargissement en 2024. Et on aurait toujours l'exonération de cotisations sociales, mais par contre, il n'y aurait plus d'exonération sur l'impôt sur le revenu. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour 2024. Et après, bon, en 2024, on aurait toujours les mêmes montants, on aurait toujours les mêmes montants maximum de primes, c'est-à-dire 3 000 ou 6 000 euros. Et aussi les mêmes conditions de versement. À savoir
soit en une fois, soit en 4 fois par année. Voilà, pour le versement. Bon, vous m'excuserez pour ce long passage sur la prime, mais bon, c'est quand même une des mesures phares, donc il fallait quand même s'y attarder. Par contre, il y a d'autres mesures, on va aller très vite. On a l'article 3 du projet de loi qui prévoit de faciliter la mise en œuvre des accords d'intéressement, notamment dans les petites et moyennes entreprises. On a l'article 4 qui prévoit un outil de restructuration des branches professionnelles, afin d'inciter les partenaires sociaux à rehausser régulièrement leur minima de branche au niveau du SMIC. Article 3 bis du projet de loi, qui correspond au déblocage anticipé de l'épargne salariale, qui est rendu possible pour l'achat de biens ou la fourniture de services. Les salariés pourront demander le déblocage de leur épargne avant le 31 décembre 2022, au plus tard, et dans la limite de 10 000 euros, sans que cette somme soit soumise à l'impôt sur le revenu et à cotisation sociale. Et article 3 ter, on prévoit que les titres restaurants pourront être utilisés jusque fin 2023 pour tous les produits alimentaires. Voilà. Et aussi, alors, donc si je reprends, il y avait aussi d'autres mesures. On avait une réduction des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires qui s'appliquera à partir du 1er octobre 2022, donc pour les entreprises de 20 à 249 salariés. Donc il va y avoir un décret qui va venir fixer le montant de cette réduction. Et on a aussi les travailleurs indépendants, donc artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, qui vont bénéficier d'une baisse de leur cotisation sociale. Et cette baisse, elle sera d'environ 550 euros pour des revenus nets d'activité proches du SMIC. Et en deçà de ce montant, les indépendants seront exonérés de cotisation. Voilà. Donc encore une... Et alors, ah oui, j'ai oublié, pour les commerçants, la hausse des loyers commerciaux des PME sera plafonnée à 3,5% pendant un an. Voilà. Alors, du coup, vous voyez que la plupart des mesures, on n'est clairement pas sur une volonté d'augmenter le SMIC, mais au contraire de jouer sur des primes, sur des exonérations d'impôts, sur des exonérations de cotisations sociales. Et alors, peut-être que les gens vont se dire « Ouais, c'est trop bien, je vais recevoir comme ça de l'argent. » Mais en contrepartie, ben, malheureusement, c'est du chômage en moins. Et c'est de la sécu aussi en moins. Voilà. Donc malheureusement, les libéraux diront on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais bon, voilà où on doit en arriver. Quand on a la majorité LREM et quand on a LREM qui fait des petits bisous aux Républicains, voire même au RN qui s'accommode de ces mesures libérales. Voilà. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On a fait ce qu'on a pu pour la NUP. Mais bon, après, la NUP fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut pour peser. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne pour les prochains textes. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse une petite pause sur... vous pouvez considérer, pour ceux qui regardent la rediff, que c'est la première partie. Et je vais vous présenter du coup la deuxième partie du projet de loi avec les deux autres volets. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve pour la deuxième partie un peu plus tard. Allez, à plus les juristes de la rediff.